Un monde où l'humanité est transformée en style, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différents types de transitions existants dans les pays que nous allons choisir. Nous allons prendre exemple pour illustrer deux types de transitions. Nous avons les transitions pacifiques et nous avons aussi les transitions conflictuelles. Après cela, nous allons faire état de l'existence des démocraties fantoches. Des démocraties qui existent sur le papier, mais à l'intérieur, à la place, nous avons une dictature qui, sous une forme de démocratie, ment à l'opinion publique. À travers ces différentes transitions, pacifiques ou conflictuelles, nous allons porter l'accent sur une analyse assez profonde, en commençant par la source du soulèvement dans ces différents pays, c'est-à-dire naissance du soulèvement, transformation politique et enfin l'installation de la démocratie après avoir eu à se révolter, tant pacifique que conflictuelle. Ensuite, dans les démocraties fantoches, nous allons partir d'une analyse en illustrant une démocratie non seulement en apparence, et aussi un pouvoir autoritaire déguisé après la colère du peuple. Nous sommes en Philippines. Imagine un pays qui croit avoir élu un sauveur et qui se réveille sous une dictature. Cette histoire, c'est celle de Ferdinand Marcos. Réduite au silence, la démocratie philippine est morte finalement. Alors, une dictature est née. Pendant que le peuple souffre, sa femme, Imelda Marcos, devient le symbole de cet excès. L'assassinat de l'opposant Benigno Aquino Jr. choque le pays. Et là, quelque chose se brise. Alors, la peur change de camp. Pendant plus de 40 ans, le Nicaragua n'a pas été dirigé par des institutions démocratiques, mais par une seule famille, les Somoza. Tout commence dans les années 1930 avec Anastasio Somoza Garcia, chef de la garde nationale, soutenu par les États-Unis. Il prend le pouvoir en 1936. Officiellement, le pays reste une république. Mais dans les faits, Somoza instaure une dictature personnelle. L'armée, la police et l'économie passent progressivement sous son contrôle. Somoza Garcia gouverne par la répression, élimine ses opposants et transforme l'État en un outil de service pour sa famille. À sa mort, en 1956, le pouvoir ne disparaît pas. Il se transmet à ses fils. D'abord, Luis Somoza Debayle, puis, dans l'ombre, à son frère cadet. Dans les années 1960 et au début des années 1770, la famille Somoza domine totalement le Nicaragua. Elle contrôle les terres, les entreprises, les banques et les principales richesses du pays. Pendant que la population s'appauvrit, la famille accumule un immense pouvoir économique et politique.
Celui qui nous intéresse aujourd'hui, précisément, c'est le dernier de la lignée, Anastasio Somoza Debayle. Il gouverne avec la peur, la censure, la violence et en 1972, un tremblement de terre dévaste la capitale, Managua. S'ensuit de l'aide internationale de partout. Cette même aide est détournée par le régime, ce qui déclenche une colère du peuple. À partir de 1978, l'assassinat du journaliste Pedro Joaquín, figure de l'opposition, provoque une explosion sociale. Étudiants, paysans, ouvriers rejoignent une guérilla sandiniste. Bonsoir, la journée s'achève au Nicaragua et elle s'achève dans une atmosphère de fin de règne. Nous avons appris il y a 3 heures que le président Somoza avait quitté le bunker d'où il dirigeait le pays depuis le début de l'insurrection sandiniste il y a 5 semaines. Selon certaines sources, il se serait enfui à bord d'un avion pour une destination inconnue. Selon d'autres, il se serait réfugié à l'ambassade des États-Unis. Toujours est-il qu'au Nicaragua... Les sandinistes, mouvement marxiste nationaliste de la révolution cubaine, parviennent à unir différentes forces sociales contre la dictature. En 1979, après des mois d'affrontements, la capitale tombe. Somoza fuit. Carter, qui va s'employer dès maintenant à trouver une alternative démocratique pour contrer les sandinistes, s'il en est encore temps. La victoire des sandinistes marque la fin de plus de 40 ans de dictature. Après la victoire, les sandinistes instaurent une junte de reconstruction nationale, puis organisent des réformes profondes. Réformes agraires, pluralisme, alphabétisation, transition, ensemble. En 1984, des élections libres consacrent Daniel Ortega président, légitimant la transition. Mais la guerre civile reprend rapidement, alimentée par la guérilla des Contras soutenus par les États-Unis. Si le chemin vers une démocratie stable reste conflictuel, au moins nous restons dans une précision assez parfaite, celle de la transition par la guerre. Par la guerre, mais aussi par une volonté d'une partie de la population qui a décidé de prendre les armes, illustrant cette transition violente. Dans certains pays, les dirigeants disent qu'ils vivent dans une démocratie. Ils organisent des élections, ils ont un parlement, ils parlent de liberté. Mais en réalité, tout cela n'est qu'une apparence. Les élections ne sont pas vraiment libres. Les résultats sont souvent préparés à l'avance et les conditions opposées au pouvoir n'ont presque aucune chance de gagner. Les médias, comme la télévision et les journaux, sont souvent contrôlés par l'État. Ils ne montrent que ce qui arrange le gouvernement et cachent la vérité au peuple. Dans ces pays, le peuple pense avoir le choix, mais en fait, c'est toujours le même dirigeant ou le même parti qui décide de tout. Par exemple, en Russie, il y a des élections, mais le président est toujours le même depuis très longtemps et les opposants sont souvent empêchés de se présenter. Derrière cette fausse image de démocratie, le pouvoir reste très fort et autoritaire. Les dirigeants veulent garder le contrôle sur tout. Ceux qui osent critiquer ou protester sont souvent arrêtés, menacés et ou censurés. Les lois servent surtout à protéger les dirigeants, pas les citoyens. Le peuple n'a pas vraiment le droit de dire ce qu'il pense librement. Même si le gouvernement parle de liberté ou de progrès, il empêche en réalité toute opposition. C'est donc un pouvoir autoritaire qui se cache sous le masque de la démocratie. Exemple, en Turquie, le gouvernement arrête des journalistes et des opposants politiques qui critiquent le président. Et aussi, par exemple, en Égypte, le pays organise des élections, mais les opposants sont souvent emprisonnés et le pouvoir est très autoritaire.
Peu à peu, les citoyens se rendent compte que leur voix ne change rien. Ils se sentent traits et perdent confiance dans leurs dirigeants. Alors ils décident d'agir, ils manifestent, ils font grève, ils dénoncent la corruption et l'injustice. Ces mouvements montrent que le peuple veut une vraie démocratie où chacun peut parler librement et participer aux décisions. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, beaucoup de gens s'expriment et partagent. Par exemple, en Iran, de nombreux citoyens, surtout des jeunes, manifestent contre le gouvernement pour demander plus de liberté. Et aussi, par exemple, en Russie, des manifestations ont lieu contre le pouvoir, mais même si ils sont souvent interdits